Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, une Europe en accusation après les élections italiennes. L'extrême droite aux portes du pouvoir à Rome. À qui la faute? L'Europe n'a-t-elle pas laissé l'Italie se débrouiller seule avec ses migrants? À 8h15, la voix de Bruxelles. Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne, sera notre invité. En Syrie, pas de trêve pour le premier convoi humanitaire dans le secteur de la Ghouta. L'ONU a dû abréger sa mission sous les bombardements du régime. Dans le journal, comment l'Église catholique veut peser sur les lois bioéthiques? Ce sera l'enquête de 8h avec Sébastien Krebs. Les voitures électriques en vedette au Salon Auto de Genève qui ouvre aujourd'hui, nous dira Daniel Fortin. Le football, évidemment. Pour Paris, ce soir, face au Real, ce sera une remontada ou rien, l'exploit ou le fiasco. Et puis dans la famille Hallyday, voici Nathalie Baye qui enfonce Laetitia, David et Laura étaient les bêtes noires de leur belle-mère. Même si vous n'êtes pas fondu de football, chère Julie, vous n'échapperez pas à la fièvre qui entoure le match de l'année ce soir à Paris entre deux équipes qui jouent très gros. 8e de finale retour de Ligue des Champions où le PSG privé de Neymar va tenter de renverser le puissant Real et de remonter sa défaite 3-1 à l'aller à Madrid. Retour qui sera aussi celui de Zidane, l'entraîneur madrilène 12 ans après son dernier match officiel au Stade de France comme numéro 10. Zidane sera pour la première fois ce soir assis sur un banc français. Avec émotion, lui a-t-on demandé hier soir en conférence de presse. Mais enfin, a répondu Zizou dans une boutade, Paris ce n'est pas la France. Mais on est à Paris ici. Moi je suis Marseillais. Non, c'est toujours un plaisir de revenir de toute façon. Un plaisir, dit Zidane, mais au Parc des Princes, Paris est invaincu depuis avril 2016. 51 matchs d'affilée à domicile sans défaite. L'ambiance ce soir devrait être exceptionnelle. Et Simon Rubin, la motivation de l'équipe l'est déjà. Depuis la défaite à Madrid, les cadres de l'équipe ont pris les choses en main. Les expérimentés Thiago Motta et Dani Alves ont martelé quotidiennement à chaque coéquipier le même discours. On peut le faire. Cette conviction s'est peu à peu ancrée dans la tête des Parisiens, comme le défenseur Thomas Meunier. La seule clé, c'est le courage, la hargne. On peut prendre en exemple le match de Barcelone où on avait été plus que parfait. Et si c'est encore le cas contre le Real, il y aura vraiment possibilité de faire quelque chose. Quant au coach Unai Emery, il est d'abord resté en marge, mais peu à peu, il a repris la parole auprès de son groupe pour reconstituer un esprit collectif. Et pour ça, il faut pouvoir embarquer les joueurs dans une histoire commune. Imaginer la victoire ensemble et rien d'autre, raconte notre consultant Raymond Domenech. Pour Paris, là, vous allez réussir quelque chose qui va rester dans les annales, dans l'histoire du football, de leur donner cette image-là qu'il faut atteindre. C'est vraiment ça, de la visualisation pour dire on y est, on n'a pas de doute, l'objectif il est ancré en nous, il est là. Ce qu'il faut arriver dans la motivation, c'est en faire une motivation groupée. Voilà, c'est là où on veut arriver tous ensemble. D'ailleurs, ce soir sur le terrain, le plan sera clair, attaquer d'emblée, ensemble, ne laisser aucun répit, jouer déchaîné et toujours solidaire. Jouer déchaîné dans une ambiance débridée face à quelques grands anciens, des figures historiques du club, invités spécialement, notamment l'équipe de 93, Amara Simba, Alain Roche, Bernard Lama, Vincent Guérin, les acteurs de cette équipe héroïque qui en Coupe UEFA avait déjà perdu 3-1 à l'aller à Madrid avant de gagner 4-1 au Parc avec un but marqué dans les dernières secondes du temps additionnel sur Europe 1 ce soir-là, Alain Acco. À la 96e minute, c'est Comboiré qui ajoute le 4e but décisif. 4e but qui propulse le Paris Saint-Germain en demi-finale. Le Paris Saint-Germain vraiment dans l'histoire. Cela ne s'était jamais vu. Alain Acco, archive d'il y a 25 ans avant ce nouveau PSG Real. Coup d'envoi 20h45. Europe 1, il est 8h04. Il est désormais l'homme fort de la droite italienne devant Berlusconi et l'un des prétendants à la présidence du Conseil. Matteo Salvini, le leader xénophobe de la Ligue du Nord, a eu hier un échange amical avec Marine Le Pen, a fait savoir la patronne du FN qui partage le même groupe au Parlement européen. Pour l'heure, le pays apparaît ingouvernable. L'extrême droite de la Ligue et les populistes du mouvement 5 étoiles revendiquent chacun le pouvoir, mais il ne fait aucun doute que des deux côtés, la question des migrants a fortement pesé sur le vote des Italiens. Envoyé spécial d'Europe 1 à Rome, Jean-Jacques Herry. En Italie, le vote anti-immigration n'a pas vraiment surpris, tant le contexte y était favorable. Voici ce que l'on pouvait entendre dimanche dans les bureaux de vote. Les migrants sont trop nombreux. S'il y avait des structures pour les accueillir, ça irait, mais ça n'est pas le cas. Du coup, ils ne font rien, ils vivotent dans les gares, ils font l'aumône, ce sont des délinquants. J'ai perdu patience, ils ne respectent pas ceux qui les accueillent. Dans un pays où 120 000 migrants sont arrivés l'an dernier, une partie des Italiens a le sentiment d'avoir été abandonnés par l'Europe face à un phénomène
phénomène qui les dépasse. Andrea Costa s'occupe du plus grand camp de migrants de la capitale italienne. Il se désole des résultats du scrutin, mais n'est pas étonné. On a laissé l'Italie toute seule. L'Europe a donné 6 milliards à la Turquie pour qu'elle garde ses migrants. Au lieu de ça, elle aurait pu donner de l'argent à l'Italie pour mieux accueillir les migrants. Du coup, les gens ont peur, ils votent non à l'immigration. Et priorité aux Italiens. D'un geste, Andrea montre les tentes plantées derrière lui sur le terrain vague. En ce moment, 160 personnes s'y entassent, dont des femmes et des enfants. Le grand gaillard soupire. On verra bien, lâche-t-il tristement. Rome, Jean-Jacques Herry, Europe 1. Quelle est la responsabilité de Bruxelles? Qu'est-ce qui reste de l'idéal européen? Le néerlandais Frans Timmermans, numéro 2 de la Commission européenne, en direct avec nous juste après ce journal. Il y aura encore des morts aujourd'hui en Syrie. Oui, il y aura des morts, des civils, à coup sûr, et des enfants sans doute. 73 morts encore hier dans la Ghouta, près de Damas, enclave rebelle reprise pour plus du tiers par des forces du régime. Hier, un premier convoi humanitaire a pu entrer avant d'abréger sa mission, de se retirer sans avoir livré toutes les aides à cause des bombardements du régime. Bombardements ininterrompus. Frédéric Joly est le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge en France. Il n'y a que des urgences aujourd'hui à la Ghouta, que ce soit pour les blessés évidemment, les blessés lourds, les malades, mais aussi les gens qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à la nourriture. Donc maintenant le problème c'est de pouvoir faire en sorte que l'on puisse revenir le plus rapidement possible, aller dans d'autres endroits. Oui, il y a eu une lueur hier, il y a eu une distribution pour 30 000 personnes, il en faudrait 10 fois plus. La dernière fois qu'on a pu rentrer dans la Ghouta avec des moyens, c'était en novembre dernier, donc depuis novembre dernier, eh bien, la population traumatisée de la Ghouta n'avait pas vu l'ombre d'un début d'assistance. Propos recueillis par Jian Bergaoui, un nouveau convoi de l'ONU est prévu jeudi. L'ONU qui ce matin dénonce la poursuite du nettoyage ethnique de la minorité Rohingya en Birmanie. Des centaines d'entre eux continuent de passer la frontière chaque semaine, 700 000 depuis août dernier. En France, Emmanuel Macron présente aujourd'hui à Agen son plan prison pour développer de manière massive les peines alternatives et faire que la prison ne soit qu'un dernier recours. Les avocats d'Agen, qui ne seront pas reçus par le président, annoncent qu'ils bloqueront leur cour d'assises en signe de colère. Pour les états généraux de la bioéthique, l'Église catholique s'en mêle. Il est question, vous le savez, depuis janvier de la PMA, mais aussi de la fin de vie, des dons d'organes, de la recherche en génétique. Un débat national qui va durer des mois et sur lequel l'Église entend peser. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Les évêques de France convoquent la presse aujourd'hui pour développer leur vision et ils vont lancer des initiatives pour mobiliser les fidèles. Oui, et dans certaines paroisses, ça a même déjà commencé sous l'impulsion d'associations catholiques. Écoutez, c'était hier soir dans une salle paroissiale à Saint-Charles-de-Joinville, près de Paris, conférence sur le thème de la PMA. Personne n'a le droit de priver un enfant de père et donc il est temps d'obliger la société et nos députés à prendre les droits de l'enfant au sérieux. Il n'y a rien d'écrit à l'avance, il n'y a rien d'inéluctable. Il est tout à fait possible de refuser ce basculement. Voilà, ici c'était une militante, une juriste qui intervenait. Des conférences comme celle-ci, Sébastien, il va y en avoir un peu partout. Alors c'est l'idée, dans les diocèses, les agendas se remplissent. Il y aura des réunions dans l'enceinte des cathédrales avec les évêques et des intervenants extérieurs, des théologiens, des médecins. 5 rendez-vous prévus notamment à Paris. L'objectif, c'est que le débat ne soit pas seulement porté par les religieux. Les évêques y travaillent depuis des mois, mais ils ont aussi formé des laïcs comme Morgane. Nous, on a été invités, on était une cinquantaine, pour nous dire un peu comment il fallait éventuellement se positionner en tant que catholique. Et on réfléchissait à ce qui est dit dans la loi. Et ensuite, quelle est la réflexion de l'Église autour de ça et qu'est-ce qu'elle invite à repenser au regard de la dignité humaine. Et ces laïcs ont été renvoyés dans leur paroisse, dans toute la France, avec la mission de sensibiliser les fidèles. Il faut que le regard chrétien sur la vie s'exprime, me disait un prêtre. Et justement, quel sera le message porté par l'Église ? Eh bien, il est déjà développé sur un site internet entièrement dédié à la bioéthique et mis en ligne par la Conférence des évêques de France, avec des fiches sur chacun des sujets. On y cite des références scientifiques, mais aussi des écrits du pape François ou de Jean-Paul II. Sur le don d'organes, par exemple, l'Église insiste sur le consentement, sinon, dit-elle, c'est une forme de nationalisation du corps. Sur la recherche contre les maladies génétiques, le dépistage de la trisomie 21 est vu comme une dérive vers l'eugénisme, une façon d'éliminer, je cite, les enfants imparfaits. L'euthanasie inacceptable car c'est donner la mort. L'évêque de Rennes, Monseigneur Dornelas, a supervisé les travaux. La foi dit quelque chose de très important, c'est que l'être humain, personne ne peut mettre la main dessus. Tu ne tueras pas, c'est aussi simple que ça. Dès que ça blesse la dignité humaine, c'est pas bien. Par exemple, l'enfant, c'est une évidence que c'est pas bien de décréter
avant même qu'il soit conçu, que cet enfant n'aura pas de père. Et les évêques rencontrent aussi des politiques. Ils envisagent de publier un livre. Une action symbolique est aussi déjà programmée pour le 16 mai, une veillée de prière à Notre-Dame à Paris, veillée pour la vie. Merci à vous, Sébastien Krebs, pour l'enquête de 8h. Lutter contre l'exode, faire revenir les familles au village pour éviter une fermeture de classe. C'est l'idée des élus et habitants de 2 villages de la Loire qui proposent des rabais sur les locations et les terrains à vendre pour ramener des parents et des enfants dans leur école en danger. Reportage dans les Monts du Forêt, Jean-Luc Bouchon. Les terrains sont à 2 pas du centre du village, entièrement viabilisés. Ils offrent une belle vue sur les collines environnantes. Le tout à un prix sacrifié, explique Madame le maire de Saint-Just-en-Bas, Nicole Ferry. Le terrain est à 7,50 € le mètre carré. C'était 15 € avant et maintenant on a mis 50%, donc c'est 7,50 €. C'est à prix coûtant, c'est le prix à peu près que coûte la viabilisation. On peut construire. Et la ristourne est belle aussi sur les 22 appartements en location, moins 20% à Saint-Just-en-Bas et Palogneux, 2 petits villages à 1 heure de Saint-Étienne et Roanne. On est en effet prêt à tout pour sauver l'une des 2 classes menacées de fermeture, explique Christine, une mère d'élèves. Actuellement, il y a 29 élèves sur 2 niveaux. En fait, il y a quelques CM2 qui partent. Donc, on nous dit concrètement qu'il n'y a pas assez d'élèves pour maintenir 2 postes. Donc là, on est menacé de fermeture. Nous, on veut absolument garder ces 2 classes. Il nous faut, 5-6 enfants, ça serait pas mal. Après une dizaine, on prend tout le monde. Vraiment, venez ici, on est bien. Nos villages gagnent à être connus et sur tous les plans, confirme Gérard Barou, le maire de Palogneux. On n'a pas de chômeurs. Dans les 2 communes, il n'y a aucun chômeur. Donc, ça prouve qu'on peut vivre ici et travailler. Le week-end dernier a eu lieu une opération porte ouverte pour séduire donc de nouveaux habitants avec un slogan qui claque, Palogneux, y a pas mieux, Saint-Just-en-Bas, c'est trop sympa. Reportage de Jean-Luc Bouchon dans la Loire pour Europe 1. Un détour au Salon Auto de Genève à présent qui ouvre ses portes aux professionnels ce matin. Et la tendance, plus que jamais, Daniel Fortin, c'est la voiture électrique. Oui, et ce qui frappe, c'est que cette fois-ci, ce sont des constructeurs haut de gamme qui vont se lancer sur ce marché. Mercedes, Volvo et même Jaguar vont présenter chacun un modèle électrique ou hybride qui seront pour la plupart commercialisés dès 2019. Jusqu'ici, c'était plutôt les constructeurs de gamme moyenne comme Renault qui faisaient l'actualité dans ce domaine. Alors, ce tir groupé n'est pas du tout un simple coup marketing. C'est une stratégie de long terme pour ces fabricants de grandes voitures qui ont tout simplement peur d'être rayés de la carte de l'automobile mondiale s'ils ne réagissent pas à temps. Mais que risque-t-il exactement ? Eh bien, tout simplement de ne pas pouvoir respecter les nouvelles règles anti-pollution européennes que la Commission de Bruxelles a fixées pour 2021. Pour l'instant, ils doivent se soumettre à un plafond d'émissions nocives de 130 grammes par kilomètre. Dans 3 ans, cette norme tombera à 95 grammes. C'est ce que les constructeurs appellent le mur du CO2. Il faut savoir que s'ils ne respectent pas cette règle, ils devront payer une amende de 95 € par voiture. C'est tout simplement impensable. Du coup, ils comptent pour profiter des 3 ans qu'il leur reste pour verdir leur gamme et rentrer dans les clous. C'est pour eux un énorme défi industriel. Daniel Fortin des Échos, merci. Orange, prêt à imiter Canal. Orange pourra à son tour couper les chaînes TF1 sur ses box après avoir déjà arrêté le replay. Pour l'héritage Hallyday, voici à présent la colère de Nathalie Baye, la mère de Laura Smet, ex-compagne du rocker, exprime dans un communiqué sa rancœur contre Laetitia Hallyday pour qui les aînés de Johnny, David et Laura étaient la bête noire. Nathalie Baye qui révèle que toute la famille Boudou est citée sur le testament jusqu'au frère de Laetitia que Johnny ne supportait pas. La mort aussi également du réalisateur et critique de cinéma Andrés Labarthe. À 86 ans, il a fait grandir des générations de cinéphiles avec ses documents cinéastes de notre temps et puis ses reportages pour l'émission Cinéma. Europe 1.